la laïcité, pour moi, ce n'est pas une forme de défense d'une position philosophique, athée ou agnostique. J'expliquerai pourquoi ça ne peut pas être ça, sinon on arrive à des confusions invraisemblables. Et donc la laïcité, fondamentalement, c'est quoi? C'est un principe politique d'organisation de l'État démocratique dans un contexte de pluralisme religieux et convictionnel, et toutes les sociétés sont dans des contextes de pluralisme religieux et convictionnel. Et je vais reprendre la définition sur laquelle à peu près, basiquement, à peu près tout le monde est d'accord, mais alors chacun y ajoute des choses différentes. C'est que la laïcité, c'est deux dispositifs politiques. D'une part, séparation de la religion et de l'État, et on va préciser ce que ça veut dire. Et d'autre part, la neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État est à équidistance de toute conviction et ne peut en favoriser aucune. Donc séparation de la religion et de l'État, ça veut dire que l'État ne peut pas, la religion ne peut pas intervenir de l'intérieur de la puissance publique, on donnera des exemples. Équidistance à l'égard de toute conviction, c'est-à-dire que la puissance publique ne peut pas avoir une partialité à l'égard d'une conviction, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit athée. Et donc, aujourd'hui, il y a un assez large accord, et je le partage, tout en disant qu'il n'est pas unanime, pour dire que les deux principes politiques, séparation de la religion et de l'État et neutralité de l'État, restent dans nos sociétés démocratiques les meilleurs garants de ces deux droits fondamentaux dans le pluralisme, liberté de conviction de chacun et égalité des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un État est laïque? On peut prendre un tas d'exemples. Il ne peut prendre des mesures spécifiques pour ou contre une croyance particulière. Il doit respecter la liberté d'entretenir et d'exprimer publiquement les convictions qu'on veut. On peut toujours, à l'occasion de l'exercice d'une liberté, commettre des délits, commettre des crimes ou troubler l'ordre public, etc. Et évidemment, l'État est garant du fait qu'à l'occasion de l'exercice de la liberté religieuse, bon voilà, imaginons que je sois un catholique fervent, j'ai le droit en tant que catholique fervent de manifester mon catholicisme, éventuellement de me balader avec des croix, éventuellement, pourquoi pas, je ne sais pas, on va discuter, de porter une grande croix une vraie croix. Une grande croix dans la rue, de participer à une profession, etc. Je n'ai pas le droit de brûler une sorcière sur la place Saint-Lambert. Mais je n'ai pas le droit de brûler une sorcière sur la place Saint-Lambert, pas parce que je n'ai pas le droit d'avoir ces convictions-là, c'est parce que brûler quelqu'un, c'est un crime quoi qu'il arrive. Et donc, le rôle de l'État, c'est évidemment de dire que c'est un crime, mais c'est pas un crime parce que c'est fait au nom d'une religion, c'est parce que c'est un crime dans toutes les circonstances. Il faut reconnaître que si on défend la neutralité et si on défend la séparation, eh bien il faut que les gens à travers lesquels l'État s'exprime à un moment donné puissent d'une certaine façon respecter cette neutralité et cette séparation dans des limites qu'on va discuter. Alors il faut savoir qu'il reste, de ce point de vue-là, la Belgique est effectivement pas totalement un État laïque. Il y a des scories de notre histoire avec le catholicisme. Une des scories, c'est le fait, par exemple, que lors de la fête nationale, il y a une cérémonie religieuse catholique. C'est ce qu'on prend toujours comme exemple, c'est le Te Deum qui se fait lors de la fête nationale belge, alors que Léopold Ier était protestant, mais depuis la dynastie catholique, on peut dire que ça c'est contraire à la laïcité. Et donc pour moi, est-ce qu'il peut y avoir des croix dans les salles dans des salles de tribunal ou dans un parlement? Je pense que non. Je pense que là, vraiment, c'est exprimer quelque chose de fort, qui est de dire que cet État est marqué chrétien. Est-ce qu'un État laïque peut entretenir les monuments? Je prends des exemples à chaque fois pour illustrer ma position et pour essayer de montrer ce qu'elle implique. Est-ce qu'un État laïque peut entretenir des monuments religieux? Évidemment, il peut entretenir des monuments religieux. Je serais tout à fait affolé, par exemple, que l'État français cesse d'entretenir la cathédrale d'Amiens ou Notre-Dame de Paris au prétexte que ce sont des cathédrales catholiques. Est-ce qu'un État laïque peut payer les ministres du culte? Alors, est-ce que c'est un contraire ou pas
à la séparation. Là, on commence à rentrer dans des sujets subtils. Est-ce que la séparation exige que finalement les curés, les imams, les prêtres, etc., soient payés par les fidèles? Je crois que ça, c'est vraiment un débat politique à l'intérieur de la laïcité. Dans l'Europe, en Europe en tout cas, le pluralisme s'est fait à l'intérieur du christianisme parce qu'il y a eu des tas de situations de cohabitation entre catholiques et protestants. Et donc, dans les pays catholiques, ce qui s'est au fond passé, c'est que l'ouverture de l'espace à la diversité, l'ouverture de l'espace politique à la diversité, la pluralisation, ça ne s'est pas fait par la cohabitation de convictions religieuses différentes, elle a été portée par les incroyants, ou parfois par des croyants beaucoup plus modérés, qui étaient aussi. Donc, mais elle a été portée en tout cas par des gens qui se revendiquaient d'une forme de liberté de pensée, et elle a été de plus en plus portée finalement par des athées, des agnostiques, ou des gens dont la croyance était relativement molle ou tolérante. Donc, cette laïcité philosophique, au niveau personnel, est-ce qu'elle est compatible avec la laïcité politique? Au niveau d'un individu, moi comme personne, je peux être laïque philosophique, laïque politique, je peux avoir toutes les combinaisons possibles. Imaginons, moi je me définis comme un laïque philosophique, donc je me définis comme un incroyant, et je me définis aussi comme un laïque politique, c'est-à-dire je trouve qu'il est essentiel que tous les principes que je viens de dessiner. Bon. Je pourrais être croyant, chrétien, musulman, tout ce qu'on veut, bouddhiste, et laïque philosophique. Je peux aussi être croyant et pas laïque philosophique au sens où je suis quelque part partisan d'une certaine forme de théocratie ou de reconnaissance officielle d'une religion dans la constitution de la Belgique. Et je peux même être laïque philosophique et pas laïque politique si je suis pour l'athéisme de l'État. La Belge, il ne peut pas. C'est impossible d'être à la fois laïque philosophique et laïque politique. S'il est laïque politique, il est forcément à équidistance de toutes les religions, il est neutre et il se dégage d'une conviction. S'il est laïque philosophique, il est athée, donc il est engagé dans une conviction. Un État, la laïcité politique et la laïcité philosophique, ce ne sont pas seulement deux concepts différents, ce sont deux concepts qui, au niveau de l'organisation d'un État, sont contradictoires. Qu'est-ce que la laïcité politique implique aujourd'hui? Quels sont les sujets sensibles? Je vais quand même dire un mot sur les sujets sensibles. Le premier sujet sensible, c'est la neutralité de l'espace public. Pourquoi est-ce que c'est un sujet sensible? Parce que on dit bien souvent neutralité de l'espace public et on ne sait pas trop ce que ça veut dire l'espace public. Si la neutralité de l'espace public veut dire neutralité de l'autorité publique, donc ça veut dire que l'autorité publique ne peut pas se revendiquer d'une conviction, alors on est tout à fait conforme avec la laïcité politique telle que je la défends. Et donc, on peut revenir sur les exemples qu'on a donnés. Une croix dans un tribunal, c'est une atteinte à la neutralité de l'autorité publique. C'est pas parce que le tribunal est dans un espace particulier. Par contre, une croix dans la rue, on pourrait aussi baptiser espace public, ce n'est pas une atteinte à la laïcité. Jusqu'où est-ce que les agents de l'État doivent être neutres aussi? Alors, je l'ai dit au début, il y a un certain devoir de réserve, c'est difficile de l'éliminer complètement. Mais en même temps, ce devoir de réserve, on peut le discuter dans beaucoup de circonstances. Je prends mon propre exemple, qui est très clair. Moi, je suis d'une certaine façon un agent d'État, je suis payé par la communauté française, comme force d'UNIF, mais je bénéficie de ce qu'on appelle la liberté académique, et donc, en principe, j'ai le droit d'exprimer, non seulement le droit, mais c'est ce qu'on me demande, ça fait quelque part partie de mon métier, j'ai le droit d'exprimer mes opinions comme je l'entends, tant que je ne mélange pas évidemment mes opinions avec mes
pas d'endoctriner mes étudiants, des choses comme ça, et que lorsque j'exprime mes opinions à titre personnel, je précise que c'est mes opinions à titre personnel. Et j'ai ici la liberté académique qui peut enseigner les choses comme je l'entends. Alors, est-ce qu'un agent qui est au guichet d'une commune, est-ce que c'est important qu'il porte ou qu'il ne porte pas de signe religieux? Ça se discute. Ça peut se discuter. Si vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous en tant que citoyen, vous pouvez trouver on peut défendre l'idée que c'est d'une certaine façon une forme d'atteinte au pouvoir et de réserve des fonctionnaires ou à la neutralité de l'État. Quoique, les agents communaux expriment souvent un tas de choses sur leur vêtements, sur leur coiffure, sur leur bureau, etc., qui sont des engagements politiques, philosophiques, religieux, etc., des posters, tout ce qu'on peut imaginer, mais on peut discuter. Je trouve que c'est un cas qui se discute. Et donc, il y a une tentation, ça on en reparlera, qui est finalement d'utiliser cet argument de neutralité de l'espace public pour progressivement étendre l'obligation de neutralité à des gens qui ne sont plus en rien des agents de l'État, voire parfois, il y a certains qui défendent l'idée que la neutralité devrait s'appliquer aux usagers des services publics. Oui, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je ne peux plus avoir un t-shirt Jésus, par exemple, si je monte dans un bus. Et ainsi de suite. Et donc, là, il y a vraiment... c'est vraiment, je pense, un débat fondamental, et c'est une question fondamentale sur la définition qu'on peut faire de la laïcité, c'est comment est-ce qu'on met la limite à c'est quoi la neutralité qu'on attend, la neutralité d'apparence, j'entends bien. La neutralité d'apparence, c'est est-ce que le fonctionnaire porte ou ne porte pas des signes conditionnels reconnaissables. Quelle est la limite? Moi, j'ai envie de dire le principe devrait s'appuyer sur... l'idée de la neutralité des fonctionnaires devrait s'appuyer sur trois principes. Le premier, c'est il y a une neutralité qui est indiscutable et qu'on doit attendre de tout le monde, c'est la neutralité du service. Il n'est pas question de traiter différemment les gens en fonction de leurs conditions. Ça, c'est indiscutable et ça n'est pas la neutralité d'apparence. La neutralité d'apparence, il faut pouvoir la défendre, elle doit pouvoir être exigée dans un certain nombre de fonctions à déterminer. Et là, je pense que c'est une question compliquée et qu'il faut la discuter. Et en tout cas, et ça me paraît fondamental, la neutralité d'apparence ne peut pas être, elle ne peut pas justifier n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en face de la neutralité d'apparence, il y a une autre considération qui est que même le fonctionnaire a droit à une certaine forme de liberté d'expression. Et on ne peut réduire cette liberté d'expression que lorsque c'est nécessaire au fonctionnement de l'État et lorsqu'il y a une raison impérative et proportionnelle de limiter sa liberté d'expression. Alors, la contrepartie, c'est que pour le citoyen, la règle est le droit d'exercer sa religion et de la manifester quand il le veut. Donc, ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il y a toute une discussion sur les fonctionnaires, une discussion sur les agents de l'État. Dès qu'on dépasse le cercle des agents de l'État et qu'on commence à parler de neutralité pour les citoyens, on entre dans un territoire extrêmement dangereux. La liberté de conviction, c'est vous avez le droit d'être chrétien ou musulman, mais seulement dans votre cave. Ça, c'est les catacombes. Donc, la liberté de conviction, c'est bien, dans des limites qui sont toujours à fixer, la liberté d'exprimer ses convictions en public. C'est l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Et on oublie souvent, ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des lois. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on bannisse le mot espace public lorsqu'on parle de neutralité de l'espace public et qu'on ne parle plus que de neutralité de l'autorité publique. Parce que c'est à travers ce genre de réflexion que finalement, petit à petit se propage une conception que moi j'appelle il
il s'agit bien dans ce cas-là de neutraliser l'espace public, mais au sens où on neutralise un adversaire, c'est-à-dire on fait de l'espace public un lieu où il n'y a plus aucune possibilité d'expression. Alors, qu'est-ce qui se passe comme discours autour des signes religieux musulmans? La première chose, c'est qu'il est presque toujours interprété, non pas par les femmes elles-mêmes qui décident pas de porter le foulard, mais il est toujours interprété par des hommes blancs, souvent à barbe blanche, bon, je vais passer pour le dire, des hommes des hommes blancs, qui considèrent finalement que le voile, par exemple, est un signe de soumission, quel que soit le contexte. Et donc, moi, la seule chose que je dirais à ce sujet-là, c'est que, non, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que le discours sur les femmes voilées, il est discrédité d'office par le fait que précisément, il ne donne pas la parole aux actrices elles-mêmes. Donc il ne s'intéresse pas à ce que les femmes pensent, ils pensent à leur place. Et ça, je pense que c'est contraire à toute philosophie de l'émancipation, que ce soit l'émancipation des femmes, que ce soit l'émancipation de n'importe qui. C'est l'idée qu'on va décider à la place des gens ce qui est bon pour eux. Alors ça ne veut pas dire que les gens ont toujours la plus parfaite idée de ce qui est bon pour eux, mais ça veut dire qu'en tout cas, si on ne leur donne pas la parole, on discrédite son discours. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que le discours sur le voile des musulmans, dans les débats que moi, bon, sinon, voilà, j'ai impliqué dans le cas de débat, dans les débats que moi j'ai, notamment dans le monde laïque, le discours sur le voile des femmes, il a profondément changé. Au fond, ce qui gêne dans le port du voile, et là on peut avoir plein de discussions, mais je ne vais pas les faire maintenant, on va les faire dans le débat. On peut avoir plein de discussions. Ce qui gêne dans le port du foulard, ce n'est pas la soumission des femmes, c'est de plus en plus souvent que c'est affirmé comme un signe d'identité, donc un signe d'insoumission, et un signe de révolte contre un signe de révolte contre un ordre social qui considère qu'elles n'ont pas à avoir la parole et à s'exprimer sur la manière dont elles vivent leur religiosité. Et donc en synthèse, ce que je reproche à la position laïque sur l'émancipation féminine, mais c'est un débat qui est compliqué, je préfère qu'on ait des femmes pour le mener, qu'elles soient là. Pas que des femmes, hein, on peut très bien débattre entre hommes et femmes, mais en tout cas pas un homme tout seul. C'est qu'en général cette position laïque ne connaît pas les faits, elle ne connaît pas les réalités vécues, elle ignore la diversité des raisons pour lesquelles les femmes peuvent choisir de se voiler, elle ignore complètement la parole des femmes, ce qui s'appelle paternalisme, c'est-à-dire on considère qu'on peut décider à leur place et que leur parole n'est pas importante, et elle ne se rend pas compte que le dévoilement obligatoire est vécu pour une série d'entre elles comme une violence supplémentaire. C'est curieux d'avoir comme argument il faut apprendre aux jeunes à apprécier la diversité de la société, à respecter la diversité de la société et à se trouver dans des milieux multiculturels, et de leur dire la meilleure façon de leur apprendre, c'est de faire disparaître les traces de cette diversité au moment où ils sont dans l'école. Et donc je trouve qu'il y a au minimum une contradiction pédagogique fondamentale à creuser, qui est de dire est-ce que finalement on apprend aux enfants à respecter les différences en les éliminant et en leur disant maintenant notre lieu sont différents. Je suis extrêmement sceptique par rapport à ça. Maintenant, ça peut poser des problèmes qu'il faut discuter, donc je suis tout à fait ouvert à la discussion. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne option pour la laïcité. Maintenant, je n'ai pas dit que c'était contraire à la laïcité d'interdire le foulard à l'école. Je dis, je ne crois pas que ce soit un bon choix. Je ne crois pas que ce soit un choix intelligent.